Bienvenue dans le 56cast 21e du nom. Cette semaine, on va parler d'une faille et pas n'importe laquelle. On pourrait dire la faille Heartbleed qui a fait psychoter tout le monde depuis une semaine. Depuis qu'elle s'est ouverte. Oui, et puis ça a donné des monstres géants qui sont sortis de la mer. Et du coup, on était obligé de construire des robots géants pour combattre. Il y avait Godzilla. Ça, c'est Pacific Rim, ça n'a rien à voir. On va parler de Heartbleed, bien sûr, la faille dans OpenSSL. Et puis, on parlera aussi dans le potager du web d'un plombier qui s'appelle Mario. Mais c'est une toute autre histoire. Lui, il n'y a pas de faille. Et puis voilà. Et si on a le temps, mais on n'aura pas le temps, donc on n'a rien prévu. Moi, je soupçonne d'être fêlé, Mario. C'est vrai? Ouais. Rapport à la faille? Oui. C'était laborieux. C'était laborieux. Désolé. Bonjour Tristan Nito de Mozilla. On va parler de Heartbleed aussi avec toi dans le quartier libre. C'est un peu l'émission spéciale. Une émission spéciale. Ouh. Exactement. J'espère qu'on aura des trucs à dire. Et bonjour Camille. Bonjour. De quoi on ne va pas un, deux, un. Vas-y. De quoi ne parle-t-on pas? On va pas parler de ces idiots de TF1 qui ont oublié de... Oh la des grands médias. Wow. Pardon, vas-y. Oui, parce que c'est justifié là quand même. TF1, ils ont un site où ils mettent des vidéos, ça s'appelle watt.tv, vous avez forcément dû tomber dessus un jour, et ils ont oublié de renouveler leur nom de domaine. Lol. Voilà. Lol, ça a quand même duré un peu plus d'un week-end. Ah non, Si. Ah, ils ont eu le temps de s'afficher. Hein. Ouais, c'est un peu la honte quand même. Sinon, on a une nouvelle secrétaire d'État au numérique. Avant, c'était Fleur Pellerin et maintenant, elle s'appelle Axelle Lemaire. Elle est ancienne. On n'a jamais entendu parler. Si, parce qu'elle était députée des Français d'Europe du Nord. Avant. D'accord. Elle habite Londres. Et en plus, elle est à moitié canadienne, je sais C'est pas. ça, elle est à Elle est moitié. franco-canadienne, ouais. Elle est franco-canadienne et en fait pourquoi est-ce qu'elle atterrit au numérique, sachant qu'elle avait déjà refusé avant dans le premier gouvernement Hérault, elle avait refusé un poste ministériel pour ministre des Français de l'étranger ou un truc comme ça, et en fait elle a fait un rapport sur la stratégie numérique pour l'Union européenne, voilà. Puis apparemment, elle a été appréciée. Apprécié, Sans doute. sans doute. Non, c'est toi qui fais la news 3 parce que tu t'y connais. Ah oui, je m'y connais, oui, Amazon, petite entreprise des États-Unis. C'est comme une épicerie, mais en plus gros. Quoi, Voilà, c'est ça en un peu plus gros, a racheté Comixology, Comixology, la plus importante plateforme en ligne de distribution de bandes dessinées. Parce qu'il faut bien, soyons clairs, une tablette. Vous voyez la tablette de l'objet, ça ne sert à rien. C'est parce que ça fait un peu presse-papier quand même. oui, mais bon, voilà, c'est un ordinateur sans clavier et tout ça. Le seul truc pour lequel ça a servi vraiment, c'est lecteur de bande dessinée. C'est un reader de bande dessinée, c'est absolument génial la tablette. Et en fait, pour acheter ces bandes dessinées, c'est Comixology où en fait on en a tous les comics américains notamment et aussi des bandes dessinées françaises qui ont atterri dessus plus récemment. Et c'est vraiment l'iTunes de la bande dessinée pour tablette. Du coup, forcément, Amazon a racheté. Mais alors, c'est assez marrant parce que c'est devenu vraiment incontournable. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans la bande dessinée numérique, en version numérique directement, il faut passer par Comixology. C'est vraiment comme iTunes, pour la musique. Ce qui fait que maintenant... Heureusement qu'on a dit qu'on n'en parlerait pas. Hein. Oui, on n'en parle pas. D'accord, on n'en parle pas. Mais en fait, ça c'est assez marrant parce que maintenant, en fait, les gens qui vont sortir des BD, ils vont se filer une commission à Amazon, puis une commission à Apple. Voilà, c'est bien. Et puis ils vont garder un petit peu d'argent pour. Avec l'argent, ils vont acheter des mines de crayons pour faire plus de BD. Selon un rapport du site Top Charts, tous les gens qui ont affaire à Twitter se sont obligés de mettre des W, donc Des du coup c'est TW, imprononçable. ouais, c'est Donc impossible. selon Top Charts, 44% des comptes créés sur Twitter n'ont jamais été utilisés pour poster le moindre message. Ça fait donc 500 millions de comptes. 500 millions de comptes? C'est ça, 500 millions de comptes. On les appelle les œufs en langage courant. Bah non. Non, pas forcément. Ils ont pu changer leur avatar et ne pas poster. C'est vrai, c'est Oui, pas faux. et ça veut pas dire qu'ils soient inactifs. Parce qu'en fait, d'ailleurs, Twitter les compte comme actifs parce que les gens, s'ils se connectent pour lire des tweets des gens qui suivent, eh ben, Twitter les considère comme actifs, même s'ils n'ont jamais tweeté. Et donc il y a 44% de gens qui utilisent Twitter pour lire. C'est tout. Sauf que Non, parce parmi qu'il y en a ces plein de comptes, gens qui ne servent pas du tout. Il y a énormément de comptes fantômes et il y a aussi cette statistique qui est sortie plus récemment. Il y a quand même c'est estimé à peu près 1 milliard de personnes qui ont voulu s'inscrire sur Twitter, qui n'ont pas compris l'intérêt et qui sont repartis en fait. Donc il y a aussi beaucoup de ça, de ce qu'on appelle les Twitter, de toute façon, il faut s'y mettre avec un coach, hein, on comprend rien. C'est ça, il faut des coachs pour Twitter. Sinon, Deezer confirme sa stratégie freemium en proposant l'écoute illimitée gratuite sur tablette et radio
radio illimitée sur smartphone, évidemment en échange de pub, ce qui est toujours la radio, agréable. la fonction radio qui fait des playlists aléatoires selon nos goûts musicaux. Quoi. Mais 90% de leurs revenus reviennent quand même des abonnements, et des abonnements semi-forcés chez Orange, notamment. Ouais. Et donc en fait, du coup, Deezer a la même stratégie que Spotify en ce moment, c'est-à-dire tout gratuit avec des pubs pour nous inciter à nous abonner. Comme avant en fait, mais ils sont passés par des restrictions de temps pour revenir au départ. Monoprix. Si, Monoprix numérique, 56 castes, vous allez comprendre le rapport. Monoprix... C'était pas gagné au départ quand même, hein. Vas-y. Non, ça paraît bizarre, il y a une attente de dingue là. Ouais. Monoprix voudrait qu'à la fin de l'année 2014, on puisse payer en Bitcoin. Voilà, on n'en parlera pas parce que... De toute façon, parce que moi je suis bouche bée, donc déjà on peut pas en parler, quoi. Non mais ça me Non, semble... c'est marrant, hein. Ça me semble être une opération marketing, enfin pour faire parler de soi, pour machin, parce que ça me semble assez illogique, surtout que Bitcoin, on connaît la volatilité du cours de Bitcoin, qui est quand même un gros souci concernant les achats et les ventes. En chute libre en plus, là, depuis un bout de temps. Donc, En chute libre, et puis ça peut remonter, exploser, ça peut reprendre 2000% en 2 mois, rechuter, enfin du coup c'est assez bizarre de vouloir investir dans le Bitcoin aujourd'hui, mais pourquoi pas, c'est peut-être une vision de l'avenir, dans 20 ans tout le monde sera au Bitcoin, sait-on jamais. Et ben c'est l'heure de parler de cette faille OpenSSL dans l'actu. T'as le cœur qui saigne. T'as le cœur qui saigne. La faille s'appelle Heartbleed, ça vient de l'OpenSSL. L'OpenSSL, c'est quoi? C'est le principal moyen de sécuriser les connexions sur Internet dans les navigateurs web, notamment quand on veut se connecter à un service de paiement, à sa banque, à tous les services de sécurité sécurisés comme le mail, comme Facebook, dès qu'il y a le petit cadenas, notamment. Ouais. Et ça, ça empêche que n'importe qui, genre notre ami la NSA, puisse choper au vol les conversations qui se passent entre un internaute et un serveur. En gros, qu'est-ce qui se passe? Tu expliques? J'explique. Oui. Moi, je peux, si tu veux. Vas-y. Vas-y. Tiens, oh, mais Tristan, mais ça tombe bien, t'es là. Oh, mais, quel hasard. Alors voilà, donc SSL, c'est le protocole de chiffrement entre les clients et les serveurs pour que personne puisse écouter. Ouais. Et dedans, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Heartbeat, qui permet de s'assurer que la connexion est toujours vivante, voilà, battement de cœur in French. Et dans ce protocole de battement de cœur, en fait, le client demande régulièrement au serveur il lui envoie un signal et le serveur doit répéter le signal. Et il y a une bêtise dans l'implémentation de ce truc-là, de cette fonctionnalité Heartbeat qui dit « Je t'envoie un signal qui fait tant de caractères, renvoie-moi le même signal. » Et il est possible, au niveau du PC, de dire « Je t'envoie un serveur, une demande de signal, répète-moi ce signal, mais ce signal, il fait 64 000 caractères. » Et même si tu envoies un tout petit signal au serveur en lui demandant de le répéter, il va te renvoyer ce signal-là, plus les 64 000 caractères que tu demandes. Et ces 64 000 caractères, il va les prendre en mémoire. Et en fait, en envoyant cette demande de signal au serveur, tu arrives morceau par morceau à avoir une copie de la mémoire du serveur. Et dans la mémoire du serveur... Ce qui te rebalance en réponse, c'est tout ce qui est en train de se passer et qu'il a mis en mémoire. Exactement. Dont des mots de passe, dont des clés privées. Des utilisateurs en même Exactement. temps. Quoi. Ouais. Et alors évidemment, il renvoie que des trucs qui sont inutilisables en très grande majorité. Mais si tu passes du temps à fouiller dans ces blocs de 64K qui te renvoient, tu peux tomber sur des joyaux, donc typiquement... Au moment où un mec vient de rentrer un mot de passe super important. Voilà, ou une clé privée qui permet d'accéder à la connexion du serveur, à son administration, etc. Donc si je résume... C'est une vraie cochonnerie, et on peut pas voir si quelqu'un est en train d'espionner la mémoire du serveur. Si je résume, un interlocuteur honnête avec le serveur SSL, il va dire renvoie-moi Dog, ça fait 3 lettres. Et là, le serveur dit Dog machin. Voilà, je te renvoie Dog. Et je te renvoie Dog. Et si le malhonnête, il dit je t'envoie Dog, ça fait 64 000 lettres. Et en fait, le serveur lui renvoie 64 000 caractères et va piocher dans la mémoire interne. C'est vrai que l'internaute honnête, déjà, il demande rien volontairement. Oui, non, mais l'interlocuteur honnête, enfin, c'est l'interlocuteur avec le serveur. Le PC de l'interlocuteur honnête, il utilise une vraie librairie SSL qui est bien, et il lui envoie, quand il demande Dog, et Dog, ça fait bien 3 caractères. Ça fait pas Dog 65 535 caractères. Ça fait 2 ans que ça existe, et on l'a découvert la semaine dernière. Et donc alors en fait c'est projet libre, donc c'est un informaticien allemand, je crois, qui a
mis ça dans une bibliothèque. C'est complètement involontaire, mais ça a été validé par les différentes équipes de OpenSSL. Personne n'a vu le problème. Oui, le type qui a écrit le code où il y avait le bug, son code, il a été relu par un de ses collègues. Alors déjà, il a fait l'erreur de départ d'introduire ce bug. Et le type qui a relu son code, il n'a pas vu qu'il y avait cette erreur qui est une erreur qui est toute bête au départ, mais aux conséquences désastreuses. C'est arrivé dans la librairie OpenSSL, laquelle est utilisée en gros par 2/3 des serveurs dans le monde, et aussi d'autres systèmes, type téléphone mobile. Et du coup, on s'est en gros tous retrouvés à poil. C'est-à-dire que quand tu vois le cadenas, aujourd'hui, tu penses que tu es sécurisé, mais si le serveur de l'autre côté, il a la faille Heartbleed, ça se trouve, tu ne l'es pas, quoi. Et donc, vu que ça fait 2 ans que ça existe et qu'en plus c'est totalement invisible si quelqu'un l'exploite, ça se trouve, il y a des gens qui en profitent depuis 2 ans. Et en fait, il faut considérer que tous les sites qui ont OpenSSL sont... ont potentiellement été hackés, et voilà, hackés. Et c'est-à-dire qu'en fait, si tu as utilisé un de ces sites-là, eh ben peut-être qu'un hacker quelque part, un méchant, un craqueur, un vilain a une copie de ton mot de passe. Et donc, s'il y avait qu'une seule chose à retenir qui est importante, c'est changer vos mots de passe. Alors, pour donner une idée de l'ampleur du truc, les sites en question, c'est quand même Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google, tous les sites Google, Yahoo, tous les sites Yahoo, Wikipédia aussi, Amazon, Dropbox, SoundCloud, Minecraft, enfin tout Internet. Donc il faut changer son mot de passe sur tout Internet. En gros, 2/3 des serveurs de l'Internet ont été touchés. Donc si vous avez utilisé... Il y a déjà pas mal de sites qui ont commencé à afficher un petit avertissement parce qu'il faut qu'ils corrigent la faille avant qu'on change le mot de passe, sinon ça sert à rien. C'est un détail parce important. que si tu changes le mot de passe... Alors la faille est encore ouverte, on te récupère le nouveau immédiatement, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un truc important. Alors, il y a, je crois, Slate.fr qui a envoyé notamment pas mal de demandes aux sites français. Et ils sont toujours en attente parce que il y a pas mal de sites qui ont un peu de mal à communiquer sur est-ce que c'est réparé, est-ce que c'est pas réparé. Et surtout, c'est super important. Alors, on n'en veut pas aux sites d'avoir utilisé OpenSSL buggé parce qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Mais il faut vraiment dire quand est-ce que c'est réparé. Maintenant, vous pouvez changer votre mot de passe parce que si la faille est toujours ouverte, ça sert. Au contraire, il faut autant garder le même pour le changer après. Oui, quoi. il faudra le rechanger. De toute façon, il faut changer régulièrement ses mots de passe. Mais ça, on en reparlera un de ces jours, je pense. Ouais. On peut en parler, tiens, rapidement comme ça, parce que maintenant il faut retrouver, La police de l'horloge dit moyen. Hein. 143 mots de passe. Non mais il y a la méthode XKCD qui est absolument, je sais pas si tu as vu cette. Oui, bien sûr. Ou prendre 3 mots au hasard qui en font une phrase et qui en font une phrase et finir avec un mot de passe de 22 caractères qui est quand même un mot de passe sécurisé et voilà. C'est bref, je sens le regard noir quand même. Utiliser quand même des mots de passe séparés, les changer régulièrement, les stocker dans son navigateur et utiliser ensuite un master password, un mot de passe maître qui va chiffrer tout ça. Parce que si on les stocke sur son disque dur et qu'on se fait hacker sa machine, eh ben quelqu'un dispose de tous vos mots de passe. Et là, on est mal. Donc, utilisez plusieurs mots de passe, les stocker dans le navigateur et chiffrer le tout avec un seul mot de passe que vous avez dans votre tête et qui, lui, ne change pas. Il y a aussi une technique assez simple pour avoir plein de mots de passe différents en les retenant, c'est d'avoir une variable en fait. On a un bout de mot de passe super sécurisé avec des chiffres et des symboles et tout, et après on a un petit bout qui change à chaque site. À nous de trouver la logique, enfin chacun fait comme il veut, mais le principe racine plus variable. Non, si tu fais en sorte que c'est pas facile à trouver. Enfin, si tu fais un petit twist un peu perso. Si je trouve un mot de passe chez toi, et je trouve, je sais pas, c'est pizza 1, et puis après, je vais essayer pizza 2, quoi, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus alambiqué. La prochaine fois que tu viens, on est en train de nous emmener avec l'horloge, là, ça y est, elle nous emmène dans un carré tout au fond, là. On va jamais pouvoir s'en sortir. Au niveau de la liste des sites touchés, il y a un article cool sur le site Mashable qui s'appelle The Password You Need to Change Right Now et qui tient une mise à jour des sites qui ont corrigé, qui n'ont pas corrigé, où il faut changer le mot de passe, où il ne faut pas changer le mot de passe, et ceux qui n'ont pas été impactés du tout. Et il y a aussi, si vous utilisez Chrome, c'est mal. Il y a aussi une extension qui s'appelle Chrome Bleed pour vérifier que le site qu'on est en train de visiter a été impacté ou pas. Mais vous avez qu'à pas utiliser Chrome. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. What the fuck, peut-être. Mais alors, l'information qu'on n'a pas, c'est que là, la faille semble assez énorme quand même, avoir accès à la Attends, mémoire. Tu veux pas qu'on fasse une virgule what the fuck avant la deuxième partie? Non, mais il y a la deuxième. De Heartbleed après ou pas? On reparle de Heartbleed après. Ouais, on reparle de Heartbleed. Ouais, un petit moment léger. Un petit moment léger avant de reparler de Heartbleed. Super léger. Mademoiselle, arrêtez tout de suite. Allez.
Mais même la 28 millième fois où je la vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est pas un gros barbu maintenant, c'est marrant. C'est très what the fuck. La première réaction des gens, c'était mais pourquoi cette animatrice américaine dont je ne connais pas le nom s'est déguisée en Emma Watson? Mais en fait, quand on regarde bien, elle est bizarre la vidéo. Ouais. Elle a des cheveux au début, il y a disparaissent. des cheveux qui disparaissent. Et en fait, c'est donc une fausse vidéo. Enfin, elle a été trafiquée depuis la vidéo d'un mec qu'il avait mis sur YouTube il y a plusieurs mois ou années et qui en fait fait des masques et des bustes en latex de femmes et il se déguise en femme comme ça et donc il nous a montré comment il l'enfile, comment après il va lire dans sa bibliothèque avec une cigarette déguisée en femme et après comment il enlève le masque et il y a quelqu'un qui a pris le moment où il enlève le masque et qui l'a photoshopé vidéo, je sais pas comment on dit, Vidéo chopée. vidéo chopé pour en mettre la tête dessus d'Emma Watson, mais c'est vachement bien fait. C'est super bien fait, la vidéo a tourné, enfin... C'est le gif qui a tourné, ouais. Le gif, ou Ouais. le Vine, il y a eu un Vine à l'origine, non, je sais Ah plus, ouais, c'était je un sais Vine, pas. ou un Instagram. Bref, c'est le résultat est complètement dingo, et on ne voit pas l'effet spécial, en fait. Non. C'est la principale force du truc, sauf effectivement On les voit cheveux... qu'il se passe des trucs bizarres. Les cheveux qui disparaissent sur le latex Ouais, mais entre tu réalises pas forcément à la première vie. Enfin, moi, j'ai... Vu que c'est un gif, ça passe Non, en oui, boucle, c'est donc ça, t'es là... les premières fois, je l'ai pas vu en fait. Et après, ouais, tu dis, Je crois tiens, qu'il a les fallu que cheveux... je le lise, que les cheveux disparaissent pour que je le vois. Bon, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Continue. On continue Enfin, avec... c'était flippant quand même. On continue avec Heartbleed dans le quartier libre. Moi, une question que je me pose avec cette faille, c'est une information que j'ai pas l'impression, on peut pas la voir, c'est que cette faille a été découverte. Alors, elle a été mise dans OpenSSL il y a 2 ans. Elle a été découverte par des chercheurs en sécurité. Alors, en parallèle chez Google et chez des chercheurs finlandais ou danois, Ouais. je ne sais plus, quasiment en même temps. Et elle a existé pendant 2 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elle a été exploitée entre-temps? Est-ce que quelqu'un d'autre que ce chercheur en sécurité a trouvé la faille ou... Alors, c'est une excellente question. Comme ça laisse pas de traces, on n'a aucune idée. Et évidemment, avec la paranoïa ambiante suite aux révélations Snowden, en fait, la NSA devait savoir. Oui. Et alors, la NSA s'est fendue d'un communiqué comme quoi, non, Ah, je suis j'aurais rassuré. promis. Oui, Ouais, non, c'est mais pas j'ai comme eu si peur, on les hein. croyait, ces gens-là. J'ai eu peur. Ah non, mais la Ils NSA, ont rien fait de mal parce que c'est des gens responsables, si on les croit, qui te disent que s'ils découvraient quelque chose comme ça, qui mettrait en danger tout l'internet, eh ben au moins ils seraient intelligents et honnêtes et responsables et ils dévoileraient l'information de façon responsable pour que la faille soit corrigée. Seulement, comme on les a vus dans leurs efforts précédents, comment ils essayaient d'affaiblir toute la cryptographie avec des méthodes vraiment des magouilles ignobles, pas une seconde on peut les croire, on peut prendre pour argent comptant ce qu'ils racontent quand ils disent que non, ils n'étaient pas au courant. Et même, il y a un truc, c'est que même s'ils n'étaient pas au courant avant, mettons qu'on les croit, si on part du principe qu'ils enregistrent à peu près tout ce qu'ils trouvent sur Internet, même s'ils ne savent pas le déchiffrer tout de suite, est-ce qu'ils n'ont pas, une fois qu'ils ont découvert la faille en même temps que tout le monde, pu exploiter la faille pour déchiffrer tout ce qu'ils avaient stocké? Bonne question. Peut-être. Pourquoi pas? Oui, C'est-à-dire c'est que pas- si ils quelqu'un d'autre obtiennent des si clés quelqu'un d'autre privées, a en fait. utilisé Ouais. la faille, ils peuvent éventuellement... Mais ce qui est étonnant, ça, c'est dans c'est cette ça, affaire, ouais. 2 ans, c'est un temps monstrueux d'existence d'une faille. Est-ce qu'on n'en aurait pas entendu parler? Enfin, d'une manière ou d'une autre, ça aurait fuité, ne serait-ce du fait qu'il y a des mots de passe de Google, enfin de Gmail ou de Yahoo, tout ça, qui se retrouvent dans la nature, chez des sites de la mafia russe ou ce genre de choses. Ça aurait été... Ouais, c'est un vrai problème. Hein. Et derrière, il y a un deuxième problème qui est tout à fait intéressant, c'est que en fait, OpenSSL, le projet OpenSSL, ils n'ont pas de moyens financiers. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont attaqués à un problème qui est super compliqué, qui est d'écrire une bibliothèque de cryptographie, et ils n'ont pas de business model, parce qu'en fait, elle est utilisable par tous, et ils maintiennent ça bénévolement. Et il faudrait de l'argent pour que, quand même, c'est une des pierres angulaires de la sécurité sur Internet, ça tienne bien la route et qu'on a un audit régulier du code qui aurait permis de découvrir ce genre de choses plus tôt et donc de sécuriser plus de gens. Et donc il y a un problème de business model. Donc
plus généralement, moi, si j'avais juste un truc à dire, c'est donner aux associations du libre, que ce soit des gens qui défendent le logiciel libre ou des gens qui font du logiciel libre. Si tout le monde y mettait, je sais pas, hein, moi je donne 30 € par mois à différentes associations du libre, vous n'êtes pas obligé de donner autant, mais donner juste 5 € ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pas étrange? Alors, il y a aussi la question de savoir, d'une part, si le fait qu'OpenSSL soit libre, est-ce que dans ce cas-là, ça a été un avantage, un inconvénient, les deux? Finalement, un inconvénient parce que quelqu'un a pu mettre un bout de code que seulement 1 ou 2 personnes ont relu, alors que si ça avait été un grand consortium privé, il y aurait eu peut-être 53 niveaux de sécurité avant que ça arrive. Non. Non. Ah non. Peut-être pas. Enfin, non, c'est sûr que, en fait, malheureusement, dans un grand consortium privé, les mecs, ils sont pas plus consciencieux. C'est-à-dire que quand tu es un développeur de logiciel libre et que tu sais que ton code, il est relu, de toute façon, il est relu parce que c'est la politique généralement admise, et c'était le cas chez OpenSSL. Bon, il a été relu par quelqu'un qui n'a pas vu le bug. Mais ça arrive, hein. C'est du logiciel. Donc, il y a des bugs, qu'ils soient libres ou pas libres. Mais en fait, j'ai entendu dire que c'était... En fait, on avait découvert le bug en faisant une relecture du code. Certes, 2 ans après, mais en faisant une relecture. Donc, ça a servi et ça a permis de le découvrir plus tôt. Et ma deuxième question, c'est quand même... Oui, je comprends ton point de vue de dire donner au logiciel libre un peu d'argent et tout ça. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte dans la liste des sites touchés que ça touche Facebook, capitalisation 163 milliards $. Ça touche Google, ça touche des business si Mark Zuckerberg il regarde l'émission, mais c'est valable pour lui aussi. C'est-à-dire qu'il veut donner 5 millions ou 30 millions à la OpenSSL Foundation pour qu'elle... Qui équivaut à 5 € pour nous. Hein. Voilà, exactement. Et surtout, faut pas qu'il hésite. Hein, ça s'adresse aussi à lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir moral aussi de ces entreprises-là à financer des trucs qui sont structurants pour finalement leur modèle économique à eux? Exactement. D'autant que la fondation OpenSSL, elle propose des contrats de maintenance. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, moyennant, je crois, c'est 10, 20 ou 50 000 $ par an, ce qui finalement est peanuts, hein. Tu t'assures du contrôle qualité du logiciel. Et donc ça paye des gens. Peut-être qu'ils vont commencer à bouger. Peut-être que le meilleur moyen, c'était de mettre une grande faille, comme ça tout le monde se met à financer. On va peut-être pas tomber dans la paranoïa non plus, mais en l'occurrence, il peut y avoir une sortie positive de la chose. D'accord. Bon, c'était Heartbleed. Surtout, changez vos mots de passe, vérifiez la liste des sites que vous utilisez sur Mashable ou ailleurs. Et voilà, changez vos mots de passe. Et donnez des sous, parce que bon, voilà. Et donnez des sous. Et donner des sous au logiciel libre, c'est toujours bien, c'est pas perdu. Le potager du web. Le potager du web, on va parler d'un petit personnage qui est né en 1980 sous le nom de Jumpman dans un jeu d'arcade qui s'appelle Donkey Kong. Oui, il avait sa casquette, il avait sa moustache, il avait sa salopette. Il s'appelait Jumpman. Et il est revenu sur le devant de la scène quelques années plus tard, en 1985, à l'occasion de la sortie de la console de Nintendo, la NES. Mais cette fois-ci, il s'appelle Mario, il n'est plus charpentier, il est plombier. Et ça devient le personnage le plus connu de la pop culture, devant Mickey, devant tout le monde. C'est le personnage le plus connu. Et du coup, sur Internet, forcément, ça irrigue toute la culture web qui s'imprègne comme ça de cette culture populaire. C'est le lexical du potager aujourd'hui. Ouais, j'ai fait tous. J'ai pas utilisé le mot même, mais je vais commencer aussi. Ça va aussi. C'est pour l'irrigation. Irrigation. Ouais. Potager. Oui, potager. Waouh. Je me repasserai cette séquence comme ça. Ah oui, j'ai pas. Ça sera peut-être ton moment de gloire en fait. Là, c'est peut-être au pic de ta carrière. Pop culture, irrigation, potager du web. Et en fait, l'idée de parler de Mario qui, comme ça, se retrouve à la base de plein de créations différentes, complètement différentes sur Internet, m'est venue avec cette vidéo qui est sortie il y a tout juste quelques jours, qui s'appelle Realistic Mario. Alors, les puristes de Mario vont me dire, oui, mais non, mais de toute façon, il tape pas avec sa tête, il tape avec son poing, machin, ouais, mais on s'en fout, hein, d'abord. On s'en fout. C'est très drôle, donc... Mais c'est pas hyper réaliste, justement, normalement, il tape avec le poing. Moi, je suis un petit peu déçu quand même. On va l'appeler Realistic Mario. Voilà, c'est ça. Déconistic Mario, si tu veux. Là, moi, j'arrêterais, mais alors, péter de rire, tu vois. Mais là, Realistic Mario, limite, tu vois.
Pète-couille. Pardon. Donc, à part ça, moi j'ai trouvé ça très drôle comme vidéo. Hein. Non, donc vous avez, c'était bien. T'es vraiment bon public. Ouais, hein, je sur suis vraiment Internet. bon public aussi. Mais Mario, il y a plein d'utilisations différentes. Alors évidemment, on n'a pas tout pris. J'ai pas tapé Mario dans Google et on met ça dans le potager du web. Mais notamment, il y a la série Mario Warfare. Mario Warfare, c'était une série financé en partie sur Kickstarter, ils demandaient 20 000 $, ils en ont eu 38 000, sachant que c'est un groupe de vidéastes qui avait travaillé sur Metal Gear Warfare, des mélanges en fait entre deux jeux vidéo, donc là c'était Call of Duty et Metal Gear Solid, et cette fois-ci ils voulaient faire Mario et Call of Duty, et donc c'est la version de Mario un peu guerrière, un peu réaliste, et on voit ce que donne le lancement tout juste de la série. Réaliste. Ouais, ça, Bateau voilà. qui vole. Pardon. Lord En Bowser, live action, pardon. our spies believe the king is still within the palace walls, as well as the princess. And what of her bodyguard? We have a score to settle. Leave him to me. Very well. Let the invasion begin. Et donc voilà, c'est vraiment Mario façon guerrière. Alors cette série, la série est encore en cours, c'est-à-dire il y a le 7e épisode de Mario Warfare qui vient tout juste de sortir, et c'est assez impressionnant. C'est amateur parce que voilà, ils ont pas énormément de budget, mais ils savent se débrouiller avec des effets spéciaux. Il y a des combattants de kung-fu, et Princess Peach est incroyable. Princess Peach, je suis très très fan de Princess Peach dans Mario Warfare. Bref, comme on est sur Internet, comme on est sur YouTube, il y a Mario et sur YouTube, il y a que du parcours, et donc il y a Mario Parcours. On voit ce que ça donne, c'est logique. Voilà, il a utilisé le temps là. Vous êtes content ? Ça se prête assez bien à l'exercice. C'est pas du tout réalistique. Hein. Deux Parce fois. qu'après, elle revient toute seule sur sa tête. Vous êtes chiant aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, vu qu'on est sur le jeu vidéo, il y a aussi des performances en jeu vidéo. Alors, il y a Mario Speedrun, donc Mario fait en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes. Et puis, la dernière vidéo en date sur les performances avec Mario, c'est faire finir Mario avec le minimum de points, en faisant le minimum de points. C'est-à-dire... C'est pas du tout réaliste parce que les joueurs, normalement... En évitant, je m'en fous, je t'écoute même pas. Ça s'appelle faire le mariole. Voilà. Je t'écoute pas. Bref, je parle à la caméra, je vous parle à vous. C'était finir Mario avec le minimum de points, on regarde. Je vous dirai pas. Donc on voit qu'il cherche, et c'est la vidéo est hyper technique. Sachant qu'en fait, pas haut, là. pour faire une idée, si on tue une tortue dans Mario, on fait 500 points. Et ben en fait, il a fini Mario juste en faisant 500 points. C'est le score minimum possible. Et évidemment, vu qu'on est sur Internet, et on va finir avec ça, vu qu'on est sur Internet, et sur Internet, il n'y a que du beatbox, et que la musique la plus connue de l'univers, c'est le générique de Mario, et bah forcément, on a le générique de Mario en beatbox. C'était une des vidéos majeures de 2010, avec un spécialiste du genre qui s'appelle Ikakin. C'est assez technique. Hein. J'ai essayé, j'y arrive pas. Donc évidemment plein d'autres choses. En France, on connaît aussi les vidéos de Mario Kart de Rémi Gaillard, mais on va plus parler de Rémi Gaillard. On va le nom de Rémi Gaillard jusqu'à la fin des temps. On va éviter de parler de Rémi Gaillard, merci. Et non, mais bref. Et aussi Norman qui fait ses Luigi Clash Mario, mais on parle pas de Norman parce qu'il est trop connu d'abord. Et puis voilà. Bon, allez, va te laver la bouche avec du savon maintenant. Bon, on n'en veut pas. Moi, j'aime bien Norman, quand même. Bref. Et on va finir, comme chaque semaine, avec des poils. Cette semaine, c'est une super vidéo parce que d'une part, elle est d'actualité parce que c'est un remake de Game of Thrones qui passe depuis 2 semaines maintenant de nouveau à la télé. Et d'autre part, parce que ça reprend un petit bout de chèvre qu'on avait passé la dernière fois. Alors, c'est trop classe. Et ça s'appelle Game of Goats. Ouais, le trône des chèvres. Trône des chèvres. Non, le jeu des chèvres. Game of.
Bah oui, mais trône de fer. Trône de chèvre. C'est tellement bien. Merci Tristan. Vous faites le plus beau métier du monde. Merci Tristan d'être venu nous parler de Heartbleed, de ces formidables failles dans OpenSSL. Non, elle est pas formidable, justement, je ne sais pas, elle est catastrophique. Non, je ne sais pas pourquoi. Immense. Elle est immense, c'est une faille immense dans OpenSSL. Merci Tristan. Il n'y a pas de quoi. La prochaine fois, on parle de mots de passe. Allez, Ouais. ça c'est un bon Chiche. sujet, ça. Allez, parlons de mots de passe. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération. Ciao.